Bonjour, voilà. Bienvenue à cette présentation de la démarche Data Flow First. À l'origine, cette démarche elle est partie du constat que la conception des API précède de plus en plus souvent le développement des applications. Et la dernière étude de Postman de l'année dernière indique que la majorité des participants ont déclaré qu'ils avaient conçu leurs API très en amont du projet et avant même le kick-off du développement. Donc ça, c'est un changement, une évolution importante dans la mesure où finalement les API deviennent un des éléments les plus structurants en fait dans la conception de nos systèmes. Alors je vous propose qu'on prenne un exemple simple, une plateforme, un service de formation qui va permettre de sélectionner une formation et de s'inscrire à une session, et puis un certain nombre de fonctionnalités d'administration liées à cette plateforme, le catalogue des formations, les formateurs ou les sessions de formation. Alors d'un côté, on a un certain nombre de fonctions qu'on va vouloir mettre en œuvre, et puis un ensemble de données qui vont être gérées par cette plateforme, donc des cours, des sessions de formation, des participants. Et pour mettre en œuvre cette plateforme, on va adopter une architecture modulaire. Donc on entend par modulaire, c'est que finalement on va avoir un certain nombre de services qui vont prendre chacun en compte une partie des traitements de la plateforme. Et puis chacun de ces services, c'est le point important, va exposer une API qui va permettre d'interagir avec ce service. Donc ce sont des API synchrones. Donc juste pour rappel, une API synchrone, c'est qu'on va l'appeler pour obtenir des données et on va attendre une réponse. Pour décrire ce type de comportement, on a un standard qui s'est vraiment imposé sur ces aspects d'API qui s'appelle OpenAPI. Et on va devoir décrire sur chacun des services son fonctionnement, donc les routes et les données qu'il expose avec ce standard. Oups, pas dans le bon sens. Alors pour certaines opérations, on va aussi avoir des services qui vont émettre ce qu'on appelle des événements. Et chez nos clients, on voit que de plus en plus souvent, finalement, la coopération entre les services, ça va être à la fois des API, mais aussi des événements asynchrones qui vont se caractériser par des messages. Donc si on prend un exemple, sur la gestion des inscriptions, on va demander à un service d'enregistrer l'inscription, il va nous répondre OK, et en parallèle, il va émettre un événement qui va se constituer notamment d'un message et qui va être lu par un ou plusieurs services. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une communication asynchrone. Ça peut être traité dans la seconde ou dans l'heure ou dans la semaine, peu importe. Le service de gestion des inscriptions, lui, n'attend pas de réponse. Pour décrire en fait ces comportements asynchrones, on a un autre type de standard qui s'appelle Async API, qui va permettre de décrire à la fois les messages, les channels, en fait les tuyaux qui vont permettre de faire passer ces messages, qui lient quels sont les messages qui sont lus, quels sont les messages qui sont écrits. Donc on voit que sur la conception de ce type d'architecture collaborative, on va devoir quand même surmonter un certain nombre de difficultés. La première, c'est que c'est important, on n'est pas en train de décrire une API en particulier. On est en train de décrire un système qui expose un certain nombre d'API et on va devoir gérer la collaboration de ces différents éléments au niveau d'un domaine. Donc comment on va assurer la cohérence de ces API et notamment la cohérence des données échangées par ces API. Comme on l'a vu de plus en plus chez nos clients, on a aussi un mélange d'API et de messages. Et donc comment on va arriver à gérer cette cohérence au niveau des API et au niveau des messages. Puis le dernier point, c'est que finalement, comment on va arriver à maîtriser et à concevoir toutes ces interactions, qui deviennent quand même relativement complexes, avant même la phase de développement. Donc en fait, on a développé la démarche Data Flow First pour répondre en fait à ces différents enjeux. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est la construction d'un modèle de données qui va être indépendant des applications, qui va permettre d'assurer la compréhension des données qui sont échangées. En parallèle et de façon itérative, on va pouvoir décrire les services en décrivant les routes qui sont exposées, les messages qui sont échangés. Et à partir de ces différents éléments, sur un service donné, on va être capable de produire la description OpenAPI ou Async API correspondant à l'exposition de ce service. Alors pour mettre en œuvre cette démarche, on a développé une plateforme qui s'appelle Aquatype, qui va nous permettre d'une part de modéliser les données, de modéliser les flux,
et à partir de ces éléments-là, de produire les descriptions Open et Async API. Et en parallèle, on va pouvoir explorer nos modélisations. Donc on a toute une exploration graphique à la fois des datas et des flux qui va permettre de partager finalement la connaissance de cette architecture et puis de pouvoir éclairer les évolutions futures. Donc voilà en fait la démarche Data Flow First dans son action. Alors concrètement, on va décrire un modèle métier. Et pour décrire ce modèle métier, on va utiliser ce qu'on appelle des types. Des types, c'est quelque chose de très simple. C'est par exemple une adresse, où on va avoir 3 lignes d'adresse, un code postal, une ville et un pays qui est lui-même un type complexe. Et donc, on va pouvoir associer à ce champ pays une description du type country. Donc, en fait, par association de types, on va pouvoir, ici, on est dans l'explorateur des données d'Aquatype, on va pouvoir décrire la modélisation de notre domaine. Si on demande une vision un peu plus synthétique, là, on reconnaît en fait les grandes données qu'on avait vues au début de notre présentation. Ensuite, un autre élément vraiment important, c'est d'être capable de construire des exemples fonctionnellement cohérents sur notre modèle de type. Ça, c'est important, d'une part, parce que finalement, pour valider les échanges, c'est très important d'avoir des exemples. C'est ce que finalement, le plus naturellement, on est capable de valider. Et puis l'autre élément, c'est qu'à partir des descriptions qu'on va générer, on va pouvoir générer ce qu'on appelle des mocks, qui sont en fait la simulation des API et des échanges. Et pour que ces mocks prennent du sens, il faut que fonctionnellement, les données soient cohérentes. Donc avec Aquatype, on va pouvoir valoriser en fait des exemples sur nos types. Et ensuite, quand on va les utiliser, par exemple dans une réponse, on va pouvoir dire que cette réponse, elle est de type adresse, et on va lui associer un exemple correspondant, qui correspond à ce qu'on voit en bas à droite, donc en fait un exemple valorisé. Un autre aspect important, c'est la notion de façade. Dans Aquatype, on a les types, mais ensuite, quand on va utiliser ce type sur une route ou sur un message, potentiellement, on va vouloir une représentation un petit peu différente de ce type. Donc, on va pouvoir créer une façade, par exemple, adresse DTO sur une adresse, on l'appelle comme on veut, et on va pouvoir prendre, par exemple, la ligne 1 qu'on va appeler street, la ligne 2 qu'on va appeler adresse complément. On ne va pas prendre la ligne 3, on va prendre la code postal de ville, et puis on va aller chercher le nom du pays pour le mettre dans la façade. Donc là, on voit à droite, finalement, une autre représentation de l'adresse qu'on va pouvoir utiliser de la même façon qu'on avait utilisé l'adresse dans la réponse, on va utiliser l'adresse DTO. Un point important, c'est qu'on dit qu'on a besoin d'exemples. Et donc, du coup, normalement, on va devoir redéfinir un exemple correspondant à cette adresse. Aquatype est capable de nous proposer finalement l'exemple qu'on avait déjà défini sur le modèle de type. Donc on a le modèle qu'on avait défini sur cette adresse à Lyon et on va vouloir l'appliquer à la façade. Et donc c'est possible dans la mesure où Aquatype intègre un moteur de transformation qui s'appelle Xadapt, qui va pouvoir prendre les données qu'on avait définies sur notre modèle de type et les adapter au contexte d'utilisation de la façade. Ça, c'est très important parce qu'on s'aperçoit que finalement, dans les descriptions OpenAPI, on a souvent très peu d'exemples. C'est difficile à maintenir, c'est compliqué d'avoir des exemples cohérents partout. Avec Aquatype, vous allez pouvoir définir sur votre modèle métier un certain nombre d'exemples fonctionnellement cohérents et ils vont être automatiquement transformés partout où vous allez les utiliser. Donc là, on a vu le fonctionnement, la logique de fonctionnement sur la partie données, la partie façade, la partie exemple. Ce que je vous propose, c'est d'avoir une présentation de comment on utilise en fait ces éléments dans la description d'un service. Là, on est dans l'interface d'utilisation de description d'un service d'Aquatype. Donc là, on va créer un service qui s'appelle Training Session. On va exposer ce qu'on appelle une ressource. Donc une ressource, ce sont des sessions. Ça va permettre de regrouper toutes les routes qu'on veut exposer sur cette API. On va lui donner une URL qui va venir en préfixe en fait, des routes qui vont être déclarées. Et ensuite, on va pouvoir déclarer une route, session, qui va nous permettre d'aller chercher une session. Donc dans l'URL, on va lui passer un paramètre
qu'on va appeler référence. Donc c'est la référence de cette session pour récupérer l'information. Et ensuite, derrière, on va lui déclarer une réponse. Et cette réponse, on va lui associer une façade. Donc ça va nous définir les données qu'on va pouvoir répondre. Et on va pouvoir lui associer un exemple, Aquatype nous proposant tous les exemples qui sont compatibles avec la façade qu'on a sélectionnée. Donc là, on a créé une première route qui va nous permettre de récupérer une session. On va ensuite créer une deuxième route qu'on va appeler créa de session, avec une URL aussi. Et là, on va préciser une méthode, puisqu'en fait, par défaut, Aquatype vous propose de faire des get sur vos données. Là, vous allez pouvoir, par exemple, définir une méthode post, qui est la méthode standard qu'on utilise pour créer une session en REST. Et là, on ne va pas lui définir une réponse, mais on va lui définir une request, à laquelle on va pouvoir associer une façade et associer un exemple. Donc là, on a créé finalement les éléments de notre service en y associant des éléments du modèle de données. À partir de cette déclaration de service, on peut déjà générer un premier niveau d'OpenAPI. Donc ici, on est dans la visualisation standard d'un OpenAPI, avec les différentes routes qu'on a définies, les datas et les exemples associés. Donc là, on a vu comment finalement on pouvait décrire le service et utiliser les données et les exemples qu'on avait définis. Pour finir, je vous propose d'aller dans l'explorateur de modélisation, c'est-à-dire qu'on a modélisé des données, on a modélisé des flux et des services. Aquatype va nous permettre de les explorer et de générer graphiquement les représentations. Donc là, on va rentrer par un des types du modèle, par exemple les cours. Et Aquatype va nous proposer finalement la visualisation de ce type court avec un lien vers les training sessions et un lien vers les sujets. On peut lui demander d'aller explorer plus profondément le modèle si on veut plus d'informations. Et là, Aquatype va de proche en proche reconstituer le modèle de données associé au cours. On peut aussi lui demander, il y a un certain nombre d'options de génération du graphique pour par exemple avoir une vision plus synthétique qui permet de mieux comprendre le modèle. Et là, on s'aperçoit qu'on retrouve les éléments qu'on avait décrits au départ dans notre présentation. Donc, en parallèle de cette exploration des données, on va pouvoir aller dans l'exploration des flux qu'on a décrits tout à l'heure. Donc là, si on rentre dans l'exploration des flux, on va aller dans un premier élément qui est la coopération des services. Donc, je vais pouvoir sélectionner un service, par exemple Trainer, donc les formateurs. Il va me retrouver quels sont les services qui appellent ce service formateur et que quand il est appelé, finalement, lui, il va générer des événements que l'on voit apparaître et qui sont relus par Training Session et Training Catalogue. Donc, il va nous recomposer les différents liens autour du service qu'on a sélectionné. Donc, si on va au niveau du back-end formation, puisqu'en fait, on peut rentrer dans n'importe quel service pour la représentation, là, on voit que ce back-end formation va appeler 4 services, Trainer, Training Catalogue et Training Session et Registration. Et de la même façon que dans l'exploration des données, on va pouvoir lui dire d'aller explorer plus profondément le modèle et il va nous recomposer en fait les différents appels pour nous montrer comment est composé notre domaine et les différents appels. Et donc, à partir d'un de ces services, dans la chaîne qu'on a représentée, on va pouvoir lui demander de nous présenter l'OpenAPI correspondant. Et donc là, il le génère à partir de toutes nos descriptions. Donc là, on retrouve bien nos 3 routes get, des exemples multiples quand on est cherché dans le modèle de données. Et de la même façon, dans la mesure où Aquatype détecte qu'il y a des éléments asynchrones, vous allez pouvoir générer la partie A5 API, donc qui est une norme plus récente, mais qui permet de décrire ces éléments asynchrones. Et là, on va voir le contenu à la fois des messages, des headers, et puis de tout le modèle de données qui est associé à ces différents échanges.
Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est lui demander, en sélectionnant un service, de nous montrer une représentation qui est centrée sur ce service-là. Donc là, on va voir toutes les routes et les messages en entrée et tout ce qui est déclenché en sortie. Donc si on sélectionne une des routes, on va pouvoir, par exemple, lui demander de nous générer le schéma de séquence correspondant à l'appel de cette route. Donc ça nous permet réellement de documenter tous les échanges. Et donc là, on voit quand on appelle la route update course, on va générer un message à destination de training session. Comme sur tous les exemples de schémas dans Aquatype, si vous prenez un des liens où on a cet échange de messages, vous allez pouvoir remonter et revoir le graphe de données correspondant au contenu et au header dans le cas d'un message. On va pouvoir lui demander d'afficher tous les exemples qu'Aquatype connaît sur ce type de données. Et puis, on va avoir une représentation de la structure des données qui permet d'avoir une compréhension synthétique de ce qu'on a exposé. Un dernier point intéressant qu'on peut voir, c'est la partie message. Donc en fait, dans nos descriptions, on va dire qu'on reçoit des messages dans des services, qu'on envoie des messages à partir de ces services. Aquatype dispose d'un moteur intégré de simulation de publish-subscribe qui va permettre finalement de retrouver tous les liens entre les différents services. Donc là, à partir par exemple de training session qu'on a sélectionné à droite, on voit tous les messages qu'il reçoit et on voit qui les a émis. Donc ça permet d'avoir vraiment la compréhension de tous ces échanges de messages. Et si on prend par exemple un service comme Registration à droite, on voit que lui émet des messages, il émet 2 messages, et on voit quels sont les services qui finalement consomment ces différents messages. Et de la même façon, dans tous les exemples de schémas d'Aquatype, on peut sélectionner le flux ou le message et voir toute la modélisation des données qui y sont associées. Voilà, je vous ai présenté dans les grandes lignes la démarche Dataflow First, qui est vraiment de se dire comment on arrive à modéliser à la fois les données, les services et les flux en amont des descriptions OpenAPI, et comment ensuite on peut exploiter toute cette modélisation pour avoir une réelle compréhension du système. Je vous remercie. Et puis